Amis téléspectateurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 15 janvier. Là, ça va vite le mois, hein? Déjà la moitié du mois. Hein? Eh bien écoutez, vous vous rappelez, samedi dernier, je vous avais annoncé le décès de Madame Mouna Jalton. Et je vous disais, entre autres, compte tenu de mes relations filiales, disons, avec cette personne, je l'avais surnommée la Reine-Mère. Beaucoup de gens ont repris cette appellation, notamment jeudi, quand on a célébré son décès. C'est toute la population abimienne qui a rendu hommage à Madame Jalton. Madame Jalton n'était pas une femme politique, ce n'était pas une élue, mais rien qui se faisait aux abîmes et qui avait une quelconque importance avait la griffe de Madame Jalton. Et je m'explique. Elle a été l'épouse de l'ancien maire, qui fut lui-même député de la Guadeloupe et de la France. Elle fut également la mère du maire actuel, qui fut lui-même député de la Guadeloupe et député de la France. À l'Assemblée nationale, on garde un excellent souvenir et du père et du fils. Tout ça pour vous dire que jeudi, avant-hier, j'ai dénombré pas moins de 100 gerbes de fleurs et de couronnes de fleurs. Tout était fleuri. Et l'ancien vicaire général de la Guadeloupe, le père Amour, le disait, que des fleurs pour un grand cœur. Madame Jalton fut un grand cœur. J'avais une vieille amie de la famille, Danielle, qui travaillait chez elle comme femme de ménage. Elle nous disait toujours, il n'y a pas deux Madame Jalton en Guadeloupe. Il n'existe pas deux femmes comme Madame Jalton. Et la population l'a démontré, je dis, et je remercie toutes ces personnes personnellement, puisque vous savez, je suis très proche de Éric Jalton. Je l'ai déjà dit, je le répète ici, je le considère comme mon petit frère, compte tenu des relations qui ont existé entre son père et mon père, et son père et moi-même. Il y a M. Bernard qui était secrétaire général de la mairie. À l'époque, il n'y avait pas de directeur de cabinet, c'était le maire, le secrétaire général. Et un jour où il m'attendait pour une réunion, j'avais pris un petit peu de retard. Quand je suis arrivé, Bernard m'a sorti carrément. Papa, ou j'ai demandé, hein? Je dis, ah bon? Il a dit, oui, j'ai crié, parce qu'il y a quelque chose d'important à voir avec toi. Et qu'est-ce qu'il avait d'important à voir avec moi? C'est qu'il avait été proposé par le président de la République, François Mitterrand, au poste de ministre des collectivités. Et il n'avait pas pris sa décision et Mitterrand lui avait donné comme heure fatidique pour prendre une décision à 17h. Et j'avais été donc demandé à venir pour parler avec lui, à discuter avec lui, et pour l'encourager ou le décourager. Mais moi, je n'ai jamais pu décourager Frédéric Jalton en quoi que ce soit, puisque c'était un homme, comme on dit, très vertical,
qui savait ce qu'il faisait et qui savait prendre ses décisions. Quand il était à la tête du Parti socialiste en tant que premier secrétaire, on ne discutait pas avec Frédéric Jalton. Il disait c'est ça et c'est ça. La seule personne qui a tenté de le tenir tête un temps fut Dominique Larifla, deux médecins, et se sont toujours réconciliés jusqu'au jour où Larifla a pris une décision qui a un petit peu perturbé la vie de la Guadeloupe. On l'a présenté comme un traître, mais je dis qu'on ne peut pas prendre une décision telle que celle qu'a prise Larifla à la légère. Et c'est ainsi que, vous savez, c'est l'élection où Frédéric Jalton était tête de liste aux élections régionales. La gauche était majoritaire, la gauche en voix, et même au niveau même de l'élection primaire, la gauche était majoritaire, et que finalement, il y a eu des accords très controversés, puisque Dominique Larifla avait demandé à ses troupes de voter pour Mme Michel Chevry, qui était devenue par la suite présidente de région, au détriment de Frédéric Jalton, parce que c'est Frédéric Jalton qui était tête de liste. Mais Larifla avait flairé, c'est un vieux politicien, Larifla. Il avait flairé ce qui allait se passer. Parce que sur la liste de Jalton, il y avait Félix Poto, qui était le président sortant. Et Félix Poto et Larifla, chien à eu pas de la chasse, comme on peut dire. Et Larifla était persuadé que si Jalton gagnait la présidence, c'est Poto qui serait le véritable président d'exercice, exécutif, quoi. Et c'est pourquoi qu'il a pris cette décision pour écarter, non pas Frédéric Jalton, mais pour écarter Félix Poto. Enfin, c'est l'histoire, et puis jusqu'à présent, on n'a pas apporté encore la preuve que personne n'a pu faire mieux que Félix Poto à la présidence de la région Guadeloupe. Félix Poto, c'était mon ami du lycée Carnot, ami par la suite pour certaines démarches politiques, puisque j'ai fait partie de la section socialiste de Pointe-à-Pitre, dont Félix était secrétaire de la section socialiste de Pointe-à-Pitre, et puis il est devenu premier secrétaire départemental. Et je rencontrais très souvent Félix avec mon ami Maître Jean-Marie, qui est décédé, Fred, et Démocrite. C'était le petit groupe de travail, et également avec celui qui est décédé dernièrement, la Paul Larifla. C'était un petit noyau de réflexion. Eh bien voilà, c'est comme ça, et Frédéric Jalton n'est pas devenu président de région, pour cette raison-là. En tout cas, c'est, disons, un patrimoine. La famille Jalton aux Abîmes, c'est un patrimoine. Et le frère même de Frédéric, Jérémy, qui fut un grand douanier, a laissé lui aussi une empreinte sur la ville des Abîmes. Enfin, pour revenir à Mme Jalton, elle a été portée jeudi. Je renouvelle mes condoléances très attristées à la famille. Et la vie continue. La vie continue pour Éric. Maintenant, c'est lui qui va tout gérer. C'est lui il a toujours résidé dans l'immeuble familial avec sa mère. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, mais c'est lui qui devra gérer avec les autres membres de la famille, ses frères et sœurs. Je leur souhaite à tous de l'harmonie
et beaucoup de courage. Mesdames, Messieurs, c'est ce que je voulais vous dire en préambule. Et je reviens sur le problème haïtien. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le pape avait pris la parole et avait fait une conférence de presse à la suite de l'explosion de la citerne d'essence au Cap haïtien qui avait causé la mort de plus de 90 000 personnes. 90 personnes, je dis 90 personnes. Et le pape avait quelque part secoué sa soutane sur Haïti et avait interpellé notamment l'ONU. Et depuis, il y a des choses qui se sont produites. Tout d'abord, l'un des assaillants qui était recherché notamment par Interpol et qui était réfugié à Jamaïque en attente d'être transféré en Haïti, ce qui n'a jamais été réellement demandé par les autorités haïtiennes, eh bien ce monsieur avait été en quelque sorte libéré pour la faute qu'il avait commise en entrant sans titre en Jamaïque, et il a été obligé de payer une amende et faire quelques jours de prison, et il a été élargi pour retourner dans son pays d'origine, la Colombie. Mais, comme il y avait un mandat d'arrêt rouge de Interpol, les Américains ayant su qu'il se trouvait en Jamaïque et sur le point d'être libéré, ont dépêché un avion avec des agents spéciaux qui l'ont cueilli à la sortie de la prison et pour l'emmener directement dans l'avion. Ça, c'est du travail de haute précision, ça. Et M. Palacios, c'est de lui il s'agit, a été conduit directement dans une prison américaine à Miami, a été présenté à un juge qui l'a inculpé de meurtre et d'assassinat, et il est en prison. Mais la sentence interviendra le 31 janvier, puisqu'il a demandé à avoir un avocat, on lui a donné un avocat qui prépare sa défense. Mais c'est déjà tout dessus. Il sera en prison, il va plaider non coupable, sans doute, et il a commencé à dévoiler ses secrets. Et nous avons appris tout récemment qu'un des financiers du complot, M. Rodolphe Jarre, qui se trouvait en République dominicaine, a été arrêté. On prétend que ce sont les autorités dominicaines qui l'ont arrêté, mais on va pas me le faire croire, puisque ce sont toujours des agents spéciaux des États-Unis qui règlent ce genre de choses. Donc il a été arrêté en République dominicaine et depuis, il a été transféré, depuis hier, il a été transféré dans une prison aux États-Unis. Et là, on va le questionner, on va lui faire dire des choses essentielles pour bien dire quels sont ceux qui ont fomenté le coup d'État, ceux qui l'ont financé. Il a déclaré lui-même qu'il avait mis $830 000. C'est une très petite quote-part compte tenu de l'immensité du projet et des personnes qui ont été impliquées. Donc il y a 2-3 financiers, eh bien il sera bien obligé de vider son sac. Et c'est ce que nous souhaitons tous pour que Haïti connaisse enfin ce qui s'est réellement passé sur la mort de Jovenel Moïse, président en exercice d'Haïti. Et le Premier ministre actuellement en service n'a rien respecté du tout. Il n'a pas respecté la Constitution. On dirait qu'il fait tout pour protéger les assaillants. Mais si les Américains et le FBI ont récupéré le dossier, on peut au moins penser que
les choses vont se clarifier. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ici en Guadeloupe, l'Omicron fait des ravages. Fort heureusement, semble-t-il, selon les scientifiques, il n'est pas aussi violent que le Delta, mais qu'il est quand même contagieux. Alors, de grâce, portez votre masque, respectez les distances, lavez-vous les mains, nettoyez-vous les mains, et on espère que d'ici là, les choses iront beaucoup mieux pour la Guadeloupe. Bon week-end à vous tous, et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.